Bienvenue, c'est Lex Inside, le grand débat. Aujourd'hui, on s'intéresse à la lutte anti-corruption. Quel est le cadre juridique? Quels sont les enjeux pour les entreprises? Comment prévenir les risques de corruption? On en parle tout de suite avec trois experts. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Isabelle Gégouzeau, directrice de l'Agence française anticorruption. Bonjour Isabelle. Bonjour. Également avec nous, Emmanuel Moine. Vous êtes avocat associé chez Bourgatcheff, Moine et Associés. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et enfin avec nous, Alexandre Job. Vous êtes Chief Compliance Officer chez Total. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors, au programme de ce Lex Inside, un grand angle pour poser le cadre, le débat pour aller au cœur des enjeux des entreprises et enfin un cas pratique pour illustrer des réponses concrètes. Lex Inside, le grand débat, c'est parti! Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. On va poser le cadre juridique, venir un peu sur le contexte de cette lutte anticorruption. Et je vais commencer avec vous, Isabelle Gégouzeau, pour rappeler un peu le cadre juridique. Pouvez-vous nous rappeler le contexte du cadre juridique sur la lutte anticorruption et qui a mené à la création de l'AFA notamment ? Alors, l'AFA va bientôt fêter ses 10 ans l'année prochaine et elle a été créée par une loi du 9 décembre 2016 qui est la loi Sapin 2, qu'on appelle régulièrement la loi Sapin 2. Alors, c'est une loi de protection, en fait. C'est une loi de protection des entreprises françaises. Elle a été prise dans un cadre où un certain nombre d'entreprises, on se souvient par exemple de l'affaire Alstom, et puis on avait l'affaire Airbus, qui faisait l'objet de poursuites extraterritoriales, de poursuites aux États-Unis, et notamment dans l'affaire Alstom, on avait des risques importants, on a eu des risques importants même qui se sont concrétisés de déstabilisation de l'entreprise. Et donc pour protéger les entreprises françaises, le législateur en 2016 a créé l'Agence française anticorruption, dont la mission est d'aider. Et j'insiste sur le terme « aider » parce qu'il est extrêmement important. Les entités publiques et privées, nous avons une compétence dans le secteur public et dans le secteur économique, à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Alors, on reviendra sur ce que sont les atteintes à la probité, mais en fait, la loi crée en fait un régime qui est à la fois un régime préventif et un régime curatif. Le régime préventif, notamment pour les entreprises, c'est aussi vrai pour les administrations dans un cadre un peu différent, mais pour les entreprises, les grandes entreprises, celles qui ont plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés, ont l'obligation de mettre en place un dispositif anticorruption qui est décrit par la loi. Et ce dispositif va en fait les aider à prévenir et détecter les faits de corruption s'ils interviennent dans leur sein, et aussi à se prémunir contre des poursuites, parce que si elles sont poursuivies, les entreprises pourront dire « j'ai fait tout ce qu'il faut ». Et puis, la loi a aussi un volet curatif. Elle importe en droit français un système qui est en fait un système américain, qui est le système de la possibilité pour les entreprises, uniquement pour les personnes morales, de transiger avec le parquet pour éviter la poursuite et éventuellement le procès et la condamnation. Avec la CJIP. Avec la CJIP, c'est ce qu'on appelle les conventions judiciaires d'intérêt public. Les entreprises vont de ce fait éventuellement, enfin si elles se mettent d'accord avec le procureur, payer une amende qui peut être très très importante. Dans le cas d'Airbus, elle a été plus de 3 milliards d'euros. Et se soumettre à un programme de mise en conformité anticorruption pour éviter que les faits ne se répètent, qui est surveillé par l'Agence française anticorruption. Donc c'est un système qui existait aux États-Unis, qui n'existait pas en France, et du fait que la France l'a créé dans son ordre juridique, les entreprises vont pouvoir bénéficier de ce système, c'est-à-dire éviter le procès et la condamnation en France, et de ce fait, un certain nombre de poursuites qui avaient eu lieu aux États-Unis, c'était le cas d'Airbus qui avait commencé à être poursuivi aux États-Unis, a été poursuivi en France
Et donc, tout est resté dans le cadre du droit français, ce qui est clairement un enjeu de souveraineté et pour les entreprises aussi un enjeu de sécurité des affaires. Bien sûr. Donc l'idée, c'était de se mettre au niveau des standards internationaux. L'idée, c'était de se protéger et ça a très bien fonctionné. Emmanuel, votre regard sur ce cadre juridique qui s'est construit depuis la loi Sapin II ? Je crois que le cadre juridique, il a commencé à se construire avant la loi Sapin II, puisqu'on parle, quand on parle de lutte contre la corruption, on commence par aller chercher le code pénal. La corruption est quand même une infraction pénale, et toutes les atteintes à la probité sont des infractions pénales. On a en France donc une série d'infractions dans le code pénal. On a la responsabilité pénale des personnes morales, ce qu'on ne connaît pas dans tous les pays du monde, ce qui est un sujet. Et on a ce nouveau référentiel anticorruption français avec l'adoption de la loi Sapin II qui est venu ajouter à tout ceci, et comme Madame la directrice vient de le dire, apporter effectivement un cadre qui, je pense, était nécessaire aux entreprises et qui a notamment permis l'arrivée dans le droit français de la Convention judiciaire d'intérêt public. Je trouve qu'aujourd'hui, le référentiel anticorruption français est bien reçu, bien intégré par les entreprises qui, à mon sens, en tout cas, ce qu'on voit, nous, chez Bouguer Chef Moine Associés, c'est que les gens s'approprient ce référentiel anticorruption français. Et il est à ce point intégré que je dirais aujourd'hui que la France est vraiment en pointe dans la lutte contre la corruption au niveau mondial. Trois réflexions à ce sujet. La première, c'est que quand on évoque la Convention judiciaire d'intérêt public, on a conclu plus de conventions judiciaires d'intérêt public en France que de Deferred Prosecution Agreement au Royaume-Uni, alors que le UK Bribery Act est antérieur à la loi Sapin II. Je pense qu'il faut le souligner. Le PNF a conclu 27 CJIP, dont une part importante en matière de corruption. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 4,185 milliards de conventions judiciaires d'intérêt public, dont 2,7 milliards pour des faits de corruption, contre, au Royaume-Uni, 11 Deferred Prosecution Agreements sur la période 2018-2025, et moins de la moitié de sanctions financières prononcées. Donc ça veut dire que c'est un système qui marche bien chez nous. C'est un système qui marche bien et que tout le monde sait s'approprier. À l'inverse de cela, on a vu récemment aux États-Unis l'executive order du président Trump qui a suspendu le FCPA pendant 180 jours, puis le mémo de l'attorney général adjoint Blanche au mois de juin, qui a repris sous certaines conditions la poursuite des infractions de corruption, avec quand même un prisme extrêmement intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'on veut protéger les entreprises américaines d'une compétition internationale, et notamment dans les secteurs sensibles. Ce sont les orientations. Alors, ce n'est pas vraiment une réponse à ça, mais dernier point sur ce référentiel français, le PNF français, le SFO anglais et le procureur général suisse viennent de constituer au mois de mars dernier un groupe de lutte internationale de lutte contre la corruption. Ils travaillaient déjà ensemble les uns et les autres, mais je pense que ça montre où est aujourd'hui la France, le PNF ayant clairement le lead sur le sujet. Alors Alexandre, Emmanuel a dit que ce cadre juridique que Isabelle Gégouzeau a présenté était bien intégré, bien accepté par les entreprises. Qu'en pensez-vous ? Est-ce le cas par le groupe Total, par exemple ? Sur la loi Sapin II, je pense que si on regarde un tout petit peu en amont de son adoption, pour les entreprises, ça n'a pas été une surprise, en fait, d'arriver là. Je pense que c'était, dans un premier temps, une confirmation d'une évolution. Il y avait déjà eu des initiatives en matière de transparence de la vie publique, la création du parquet national financier. Et cette loi Sapin II est venue, et ça a été dit par Madame Gégouzeau et par Maître Moine, placer la France au niveau des plus hauts standards, je pense, internationaux en matière de lutte contre la corruption. Le deuxième élément pour les entreprises, ça a été en fait un élément pour nous, comme Total Energy, de conviction. Conviction que le déploiement dans l'entreprise de ces exigences doit être piloté, ou à tout le moins copiloté, par la direction juridique, la direction de la conformité, peu importe les organisations de chacun dans son entreprise, mais pour transcrire ce que sont les exigences pénales, avant tout, de cette loi, dans des process internes. Et c'est toute la difficulté que l'on a dans l'entreprise, d'arriver à créer cette synergie entre l'exigence juridique, la réalité opérationnelle, pour que les process que l'on va mettre en place soient exploitables ou facilement
table en œuvre au quotidien par les opérationnels au sein de l'entreprise sur une base quotidienne. Donc ça oblige à un travail, je dirais, de coopération avec différentes directions qu'on peut avoir dans une compagnie, le contrôle interne, la direction financière, par exemple, les équipes en charge du business développement, pour trouver les solutions à chaque fois les plus appropriées et les processus les mieux adaptés. On va détailler tout ça dans notre deuxième partie. Place tout de suite au débat pour voir quels sont les enjeux pour les entreprises. On poursuit ce Lex Inside, le grand débat, avec notre échange autour des grands enjeux pour les entreprises. Comment se prémunir des risques de corruption? Quelles sont les bonnes pratiques? On en parle tout de suite avec mes invités. Et je vais commencer avec vous, Isabelle Gégouzeau, pour faire un peu le point sur cette loi Sapin 2. On a vu le contexte tout à l'heure, le cadre juridique. Quel est le bilan que vous dressez 8 ans après la mise en œuvre de cette loi? Alors 8 ans après, effectivement, les entreprises se sont bien emparées de ce dispositif, les grandes en tout cas. Je crois qu'elles ont vraiment compris que c'était un dispositif de protection. Et ça l'est. Et de ce fait, la plupart, pas toutes, mais la plupart des grandes entreprises ont vraiment joué le jeu. Et c'est ce que nous voyons à l'AFA. Et du côté de l'AFA, nous sommes appropriés notre rôle, qui est un double rôle, qui est à la fois un rôle de contrôle, puisque nous allons contrôler les entreprises, mais aussi un certain nombre d'administrations ou de collectivités territoriales. Et donc, dans les entreprises, nous en avons tout compris, nous avons fait environ 260 contrôles. C'est bien vécu par les entreprises, ces contrôles? Alors, je dirais pas qu'elles sautent de joie quand on annonce un contrôle. Cela dit, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est du travail, c'est du travail pour l'entreprise et nous en sommes très conscients. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il est très fréquent, je dirais, c'est la quasi-totalité des cas. Moi, je reçois les chefs d'entreprise à la fin du contrôle et à peu près tous me disent « ça nous a beaucoup aidé ». Ça nous a beaucoup aidé parce que vous avez scanné l'ensemble de notre dispositif et on a vu des choses qu'on ne voyait pas, ou on a pris conscience de choses qu'on ne connaissait pas. Et donc, généralement, ces contrôles se déroulent bien, dans une atmosphère très contributive. C'est un contrôle quand même, mais voilà, c'est véritablement les entreprises. Souvent, elles trouvent que c'est long. C'est vrai que c'est parfois un peu trop long, mais en tout cas, sur le fond, c'est un vrai apport. Et puis, au-delà de cette partie de contrôle qui peut quand même donner lieu à des sanctions, si l'entreprise n'a pas fait le travail. L'AFA a une commission des sanctions qui peut prononcer des sanctions. Des sanctions de quelle nature? Des sanctions administratives, des amendes par exemple. Mais nous avons, à côté de cela, développé tout un travail d'appui. Évidemment, nous avons publié des recommandations qui sont publiées au journal officiel, qui sont évidemment en accès libre. Mais au-delà des recommandations, nous avons fait de très nombreux outils, des guides. Alors, on a fait des guides soit par secteur, il y en a un pour le BTP, il y en a un pour le secteur des hôpitaux, on en a fait pour les mairies, enfin voilà, on en a fait pour différents secteurs avec des risques particuliers. On a fait des guides plus horizontaux, par exemple, il y en a un sur les cadeaux et les invitations. Je dis souvent que c'est notre best-seller parce que généralement, celui-là est très, 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 très regardé. Et évidemment, le sujet des cadeaux et des invitations est toujours un sujet sensible dès qu'on parle de corruption. On en a fait un sur les partenariats, le sponsoring, parce que ça aussi, ça peut être des vecteurs, ce sont de belles opérations, mais à condition d'être bien encadrées. Et donc, nous avons eu tout un travail d'appui. Nous avons fait pour les plus petites entreprises des podcasts. Vient de publier une série de podcasts qui décrivent ce qu'est un dispositif anticorruption. Notre volonté, c'est véritablement d'aider, puisque c'est notre mission, de faire en sorte que toutes les entreprises, les grandes qui sont assujetties, mais aussi les plus petites, qui, sans être assujetties, peuvent être des entreprises à risque parce qu'elles évoluent dans des secteurs d'activité où elles peuvent être confrontées à des sujets de corruption, qu'elles travaillent à l'international. Et donc, il est important, même si elles ne sont pas assujetties, qu'elles puissent mettre en place un dispositif proportionné à leur taille, mais qui puissent véritablement les mettre à l'abri, parce que, comme Alexandre le disait,
La corruption est une infraction pénale qui peut donner lieu à des poursuites pénales, avec évidemment des répercussions non seulement pénales, mais aussi de réputation qui sont tout à fait dommageables. Alexandre, je vais me tourner vers vous pour avoir un peu le point de vue de l'entreprise. Comment vous vivez un peu ce cadre juridique de la loi Sapin 2 et l'ensemble des mesures qui sont plus ou moins contraignantes ? Je dirais qu'aujourd'hui, nous, la loi Sapin 2, comme je disais précédemment, est venue nous conforter dans une démarche que nous avions déjà engagée il y a plusieurs années, en se dotant d'un programme conformité anticorruption que nous voulons le plus robuste et le plus solide possible, naturellement, puisque aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. On parle de délit pénal, donc on est sur du droit dur, voire très dur. Et les entreprises ont besoin d'avoir des programmes qui leur permettent d'opérer partout dans le monde. Aujourd'hui, le respect par l'entreprise de la réglementation de lutte contre la corruption, c'est un élément essentiel de notre social license, de notre droit d'opérer. Et il y a eu des attentes extrêmement fortes de la part de nos parties prenantes, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient privées, mais aussi de la part des investisseurs qui sont extrêmement attentifs également aux critères de l'ESG et dont le G de gouvernance intègre le C de corruption. Donc nous, on essaye de le prendre, je dirais, de manière constructive pour continuer à progresser dans la manière de lutter contre ces phénomènes au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur vis-à-vis de nos parties prenantes. Est-ce qu'il y a des freins pour mettre en œuvre votre politique anticorruption? Est-ce qu'il y a des freins qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout de votre politique anticorruption? Je dirais que la difficulté qu'on peut rencontrer dans des grands groupes internationaux, je vais parler pour le nôtre, mais je pense que ce sont peut-être des enjeux que rencontrent d'autres grandes entreprises comme la nôtre, c'est le fait qu'on puisse être assujetti avec des présences mondiales très larges à différents environnements réglementaires. Nous avons une particularité, nous, chez Total Energy, c'est que nous sommes cotés en France, nous sommes également cotés aux États-Unis, donc nous avons, je dirais, cette double exposition qui est extrêmement forte à la réglementation américaine et à la réglementation française, où on doit naviguer dans un environnement où la France et les États-Unis n'ont pas nécessairement les mêmes approches en matière de guide pour mettre en place des programmes. Donc il faut jongler entre ces deux systèmes juridiques. Il faut arriver, si vous voulez, à articuler l'ensemble. C'est un exercice qui nous demande, je dirais, de l'investissement et de la compréhension. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas c'est pas des questions de contradiction, mais c'est d'arriver à peser les équilibres entre, par exemple, un DOJ qui va vous laisser des guidelines avec une certaine marge d'appréciation à l'intérieur, là où peut-être que l'Agence française anticorruption, qui dans ses initiatives, à travers les recommandations et autres, je dirais, guides à l'aide de la mise en place de la loi Sapin 2 dans l'entreprise, laisse peut-être une marge de manœuvre un peu plus étroite. Donc il nous faut arriver à concilier entre ces différents éléments. Donc c'est un travail particulièrement intéressant et qui montre que la conformité, c'est un droit vivant. Il y a un programme de lutte contre la corruption, c'est dans l'entreprise aussi un programme vivant qui doit évoluer au fil du temps. Alors je vais me tourner maintenant vers Emmanuel. On va aborder un peu un aspect d'accompagnement des entreprises. Comment vous, au quotidien, vous accompagnez les entreprises sur ce sujet ? Notre accompagnement consiste d'abord à revenir aux fondamentaux. C'est notre approche au cabinet. Revenir aux fondamentaux, ça veut dire quoi ? À quoi sert un dispositif anticorruption ? Quel a été l'apport de la loi Sapin 2 sur le sujet ? Moi, je pense que c'est toujours absolument fondamental d'y revenir. La loi Sapin 2, elle impose aux entreprises de mettre en place un programme de lutte contre la corruption avec un objectif, c'est dans l'article 17 de la loi, prévenir et détecter les faits de corruption. Donc c'est important de comprendre la logique du système pour pouvoir accompagner les entreprises. Prévenir et détecter, ça veut dire faire en sorte que ça n'arrive pas, mais être en mesure de détecter quand une situation potentiellement problématique survient, être en mesure de la détecter en France, comme être en mesure de la détecter à l'extrémité de sa chaîne de valeur. C'est là où est la difficulté. Comment fait-on pour se rendre compte que l'intérimaire qu'on vient de prendre est en réalité le fils du ministre des Transports du pays dans lequel on exerce son activité. Et lorsque cette situation a été détectée, lorsqu'elle survient, comment la traiter ? Donc ce diptyque prévention-détection, nous on y ajoute l'action,
prévenir, détecter, agir. Que fait-on une fois que cette situation survient? Et c'est là l'intérêt de notre approche et de notre assistance des entreprises. Il faut que les politiques mises en place soient effectives. Je pense que c'est un point d'attention extrêmement important. Ça ne sert à rien de mettre en place des politiques toujours plus complexes si elles ne sont pas appliquées et correctement appliquées. C'est aussi un de nos conseils et c'est un de nos points d'attention. Je pense que c'est aussi un des points d'attention d'ailleurs de l'Agence française anticorruption. Pour en revenir un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, mais les entreprises ne voient jamais arriver d'un bon œil un contrôle de quelque autorité que ce soit. Nous-mêmes, on n'a pas envie d'être contrôlés dans notre quotidien. Elles trouvent souvent que s'engager dans un contrôle, d'un contrôle de l'Agence française anticorruption, c'est quelque chose de lourd. On part pour 12 mois, 18 mois, parfois un contrôle de suite derrière. Mais ce dont on se rend compte en les accompagnant, c'est qu'en réalité, très rapidement, elles en sont satisfaites, elles échangent avec l'Agence française anticorruption, elles font le cas échéant évoluer leurs pratiques et surtout, elles prennent le point. C'est-à-dire qu'elles prennent en compte les observations qui leur sont faites, c'est vraiment un échange, elles suivent les recommandations et on ne rencontre pas, enfin nous on ne rencontre jamais en tout cas, d'entreprises qui ne seraient pas vertueuses, c'est-à-dire qui diraient je n'ai rien à voir avec tout ça, c'est tout le contraire. Alors Isabelle Gégouzeau, on va parler un peu des outils. Emmanuel a parlé du prévenir, détecter. Quels sont les outils à disposition des entreprises pour prévenir, détecter les atteintes à la probité? Alors, la loi Sapin 2 est assez prescriptive. Elle explique très clairement ce que doivent faire les entreprises. Alors, c'est d'abord une cartographie des risques, et puis une cartographie des risques qui couvre l'intégralité des activités de l'entreprise. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, si vous voulez prévenir et détecter la corruption, il faut que vous analysiez où sont vos risques. Et c'est une analyse assez concrète qui est indispensable, parce que sinon, tout ça ne sert à rien. Et puis, une fois que vous avez votre cartographie, vous savez où sont les risques, c'est des scénarios qu'il faut réussir à élaborer très concrètement, mettre en face toute une série de mesures de remédiation. Alors ça va d'abord un code de conduite concret avec des exemples. Nous sommes très très attentifs au sujet des exemples parce que dire la corruption c'est pas bien, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans telle situation et que devez-vous faire? Ça, c'est un code de conduite illustré. Après, des formations, la même chose, mais pas une formation abstraite, une formation très concrète qui est liée au risque auquel l'entreprise a son métier. Vous n'avez pas les mêmes risques si vous êtes dans le BTP ou si vous êtes Total. Donc des mises en situation concrètes. Des mises en situation concrètes, très bien, c'est ça la formation. Et ça demande un vrai travail. Et puis, après, l'évaluation des tiers, qui est toujours un des sujets compliqués, un des plus compliqués d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'AFA est en train d'élaborer avec les entreprises un guide sur ce qu'est l'évaluation des tiers. Mais pourquoi l'évaluation des tiers? Parce que selon avec qui vous allez faire des affaires, vous allez devoir prendre des précautions ou pas. Donc, certains tiers vont être plus à risque que d'autres. Donc, tout ça est très... D'où l'évaluation. Et puis, un dispositif d'alerte aussi. Un dispositif d'alerte, si je suis confrontée à une situation, à qui je le dis? Et est-ce que ce dispositif d'alerte est connu? Est-ce qu'il est publicisé? Est-ce qu'il donne les garanties suffisantes? Parce que si vous avez un dispositif d'alerte et puis que vous n'êtes pas sûr de la confidentialité ou que vous craignez des représailles, il n'y aura jamais d'alerte. Un dispositif comptable, parce qu'évidemment, les contrôles comptables sont un des moyens de vérifier où est-ce qu'il y a de la corruption. Pas des contrôles comptables génériques, mais des contrôles comptables sur les lieux ciblés là où il y a des risques, d'où l'intérêt de la cartographie des risques. Et puis des contrôles internes aussi, qui vont vérifier que tout ça fonctionne. Et puis enfin, évidemment, des sanctions. Parce que si, malgré des faits, il n'y a pas de sanctions, tout se casse la figure. Donc tout ça est extrêmement cohérent. Et c'est ce que réclame la loi Sapin 2. Et c'est l'esprit dans lequel nous l'appliquons. Parce que pour nous, en fait, il ne s'agit pas d'avoir un dispositif très joli, et on en trouve dans certaines entreprises. Il faut que ça fonctionne derrière. On a des dispositifs que j'appelle cosmétiques, où tous les papiers ont été parfaitement écrits, mais quand on va tester, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est absurde.
C'est absurde parce que d'abord, ça coûte cher. Une entreprise, même de faire un dispositif cosmétique, éventuellement en se faisant aider, ça va coûter cher et ça ne sert strictement à rien. Alors justement, voyons un peu chez Total comment ça se passe. Comment justement vous avez intégré ces outils et quel est le coût justement de cette politique anticorruption ? La mise en place d'un programme de conformité, c'est un investissement naturellement pour l'entreprise, mais c'est quelque chose qui se fait, je dirais, de manière durable. Puisque, je disais tout à l'heure, ça fait partie de notre licence pour opérer. Donc, c'est aujourd'hui très clairement un levier de durabilité pour l'entreprise. Vous l'avez dit, Isabelle Gégouzot, c'est aussi quelque chose qui est un ensemble qui doit être cohérent. Donc de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et pour s'assurer de l'efficacité sur le terrain, pour nous, on a considéré qu'il était absolument nécessaire d'avoir des relais qui sont nos compliance officers dans chacune de nos entités. Donc on a un réseau aujourd'hui de plus de 380 compliance officers qui sont répartis sur nos différentes entités à travers le monde. Et on fait aussi un exercice annuel de reporting qui nous permet de couvrir différents éléments clés de notre programme pour s'assurer à la fois de l'application locale et d'essayer aussi d'en tirer des enseignements plus globaux sur l'efficacité et des voies d'amélioration que nous pourrions tirer. Et c'est des éléments... Tester ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est ça, en grosso modo ? On regarde comment est-ce qu'il est déployé et une fois qu'on a cette photographie-là, on regarde à l'intérieur les cas dans lesquels on pense qu'on aurait des voies d'amélioration, des cas dans lesquels on pense qu'on est sur le taux de maturité ou le niveau de maturité qui nous convient. Et quand vous avez des voies d'amélioration, la question est toujours de savoir, est-ce que c'est une amélioration que je dois apporter au niveau local parce que c'est là qu'il faut que l'on aille agir, compléter, ou est-ce qu'on peut tirer un enseignement un peu plus global pour la compagnie d'une façon générale. Voilà. Le rôle de l'avocat, Emmanuel, sur ces outils, comment vous accompagnez les entreprises sur la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers, qui est un enjeu très important ? Nous, on accompagne les entreprises de différentes manières selon leurs besoins. On a des entreprises qui viennent nous voir ou qui venaient nous voir il y a longtemps et qui n'avaient pas de dispositif de conformité qu'on mettait en place de A à Z. Il y en a qui viennent nous voir parce qu'elles ont besoin d'écrire une politique d'évaluation des tiers ou qu'elles ont besoin de remettre à plat leur méthodologie de cartographie des risques. Donc, nous, on intervient à différents niveaux. La méthodologie est extrêmement importante. L'agence insiste beaucoup sur la méthodologie et la documentation de la méthodologie quand on lance un exercice de cartographie des risques. Sur l'évaluation des tiers, c'est un sujet extrêmement important puisque c'est bien souvent... c'est même systématiquement avec les tiers que se logent les difficultés. Évaluer ses clients, ses fournisseurs de premier rang, ses intermédiaires, ça n'est pas trop compliqué quand on est une entreprise de taille moyenne. Quand on a 70 000 fournisseurs, par exemple, ça commence à devenir plus compliqué. Bien sûr. Donc, nous, nos recommandations, elles sont, j'ai envie de dire, presque banales. On cartographie aussi ses tiers. Dans sa cartographie des risques et son processus d'évaluation des tiers, on cartographie ces tiers pour savoir quels sont les tiers à risque, quels sont les tiers sensibles, dans quel pays ils évoluent. C'est quand même un autre sujet. Il y a des pays qui sont plus ou moins à risque que d'autres, donc ça doit être pris en compte. Et puis ensuite, on met en place des outils qui permettent non seulement cette évaluation des tiers ab initio, on va travailler avec telle entreprise, donc on va faire une due diligence sur telle entreprise. On se pose la question de la périodicité de cette due diligence. À quelle périodicité, selon le niveau de risque du tiers, faut-il la mettre à jour ? Est-ce qu'on a besoin d'aller rechercher une due diligence extérieure, c'est-à-dire de demander à un organisme, une société dont c'est la spécialité de venir évaluer ce tiers ? Et puis, que mettons dans le contrat qu'on va passer avec le tiers ? Est-ce qu'on met simplement une clause de lutte contre la corruption ? Est-ce qu'on met une obligation d'aller former le tiers à la lutte contre la corruption ? Ça, c'est du cas par cas en fonction Est-ce qu'on met une clause d'audit ? de l'entreprise, du pays. Ça dépend du niveau de criticité du tiers dont on parle. On n'a pas besoin forcément de mettre une clause d'audit au sein de son vendeur de gomme et de papeterie d'en bas de la rue qu'on connaît depuis 20 ans, même si la question pourrait se poser. Mais oui, ça dépend. Alors, c'est au cas par cas, c'est par catégorie. Quand on parle de 70 000 fournisseurs ou de 10 000 sous-traitants, pour les grandes entreprises, on voit bien tout de suite la difficulté. Et on voit la difficulté d'autant plus qu'il faut être vertueux dans toute la chaîne de valeur.
C'est ce qu'exige la loi, c'est ce qu'exige aussi l'agence. Donc on voit la difficulté de l'exercice. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. On dit depuis le début que la loi Sapin est un outil formidable qui favorise les entreprises qui l'appliquent parce qu'elles sont vertueuses et parce qu'elles s'inscrivent dans un environnement qui devient de plus en plus vertueux. Donc. Mais il y a des entreprises qui n'y sont pas soumises, qui ne sont pas assujetties en France, qui n'y sont pas assujetties dans les autres juridictions de l'Union européenne et qui sont encore moins assujetties aux mêmes obligations dans le reste du monde. Parce qu'elles sont en dessous des seuils. Alors, parce qu'elles sont en dessous des seuils en France. Quelle est la différence entre une entreprise qui fait 500 salariés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et une entreprise qui a 499 salariés, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires? La question mérite, je pense, d'être posée. Elle mérite d'être posée dans le cadre de l'Union européenne, elle mérite d'être posée à l'international, puisque c'est aussi un outil de compétitivité des entreprises, mais de concurrence. Et bien souvent, nos clients se plaignent parfois d'une concurrence déloyale d'entreprises qui ne sont pas assujetties aux mêmes règles. Il faut bien comprendre que quand on est obligé de mettre autant de mécanismes dans sa chaîne de valeur, à l'autre bout du globe, je ne citerai pas de juridiction, mais à l'autre bout du globe, on défriche le sujet. On est bien souvent très, très au-dessus du niveau du droit local. Et c'est bien souvent la grande entreprise qui a une filiale ou qui passe des contrats dans un certain nombre de juridictions non soumises à nos réglementations, qui va permettre à ces juridictions d'évoluer dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc on demande beaucoup aux entreprises de ce côté-là. Vous partagez ce constat? Est-ce qu'il faut revoir les seuils de manière globale, hein, je ne parle pas simplement de la France, mais revoir de manière générale la politique anticorruption, les entreprises qui y sont soumises? Sur les seuils en France, moi je pense qu'il ne faut rien toucher. Par contre, ce qui a été fait d'ailleurs récemment, c'est d'élargir dans des secteurs à risque. Ça a été le cas notamment avec la loi narcotrafic du 13 juin dernier, où les obligations Sapin 2 ont été élargies à des entreprises de manutention portuaire, de transport de conteneurs, parce que la zone des ports est une zone particulièrement à risque, et même en dessous des seuils, ces entreprises doivent mettre en place un dispositif. Et d'ailleurs, on les aide. Ça, c'est pour la France. Donc, régulièrement, on me pose la question, faut-il bouger les seuils? Non. Par contre, dans certains secteurs à risque, il faut peut-être élargir le champ de la loi. Vous pensez à quel secteur? Là, c'était un bon exemple, le secteur portuaire. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-ci, ça a été décidé par le législateur. Après, la question internationale, elle est effectivement importante. Nous plaidons pour effectivement avoir au niveau européen au moins un référentiel commun, ne serait-ce que de droit souple, pour que entre entreprises européennes, on parle le même langage en termes de conformité anticorruption. La Commission européenne travaille déjà sur un plan anticorruption au niveau européen. Nous, ça fait partie des sujets que la France pousse. On est très actif sur ce sujet. Et l'idée d'avoir au moins un référentiel commun, ne serait-ce que de droit souple, serait un point important pour que les entreprises, effectivement, aient un level playing field un peu plus harmonisé au niveau européen. Après, au niveau international, c'est vrai qu'on avait les Américains, très clairement, qui, avec leur législation, avaient quand même fait... c'était un peu le gendarme mondial. Ils ont, comme l'expliquait Emmanuel, dans un premier temps, suspendu le FCPA, puis, au mois de juin, pris des guidelines qui sont un peu la transcription dans le domaine de l'anticorruption de America First. On va voir comment ils le mettent en place, mais
qui disent on va protéger les intérêts américains, ce qui peut vouloir dire on va être particulièrement vigilant, ce qui d'ailleurs était déjà un peu le cas, sur ce que font les entreprises étrangères. Donc, moi, mon sujet là-dessus, c'est de dire aux entreprises françaises, ne baissez pas la garde, et effectivement, d'être très, très vigilant sur ce qui peut se passer sur ce sujet. Alors, j'imagine que Alexandre, vous plaidez aussi pour une harmonisation européenne sur ces sujets. Ouais, d'une façon générale, quand on est une entreprise comme la nôtre, où on opère dans des centaines de pays soumis à des environnements juridiques différents, on va aller rechercher, lorsque c'est possible, les standards les plus communs. Donc plus on aura des standards qui, au niveau mondial, seront partagés, mieux on se portera en termes de prévisibilité juridique et de sécurité juridique de nos activités. Au niveau européen, bien sûr, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des échanges actuellement en cours autour de directives, mais il est important, je pense, véritablement au niveau européen, qu'on ait, comme vous l'avez dit, Isabelle Gégouzeau, qu'on ait à tout le moins le même terrain de jeu, pour des raisons des fois concurrentielles, mais aussi de cadre juridique commun dans un environnement, finalement, où on partage tant de choses d'un point de vue économique, mais aussi culturel. Mais il faudrait aussi, naturellement, que l'ensemble des acteurs qui ont accès à ce marché européen soient également soumis à ces mêmes standards, pour qu'on ait cet environnement qui soit je dirais, le plus harmonisé possible. La sécurité pour nous juridique qu'il y a derrière, bien évidemment, c'est d'avoir la certitude que nous pouvons déployer notre programme de conformité avec des adaptations lorsque c'est nécessaire, mais sur l'espace géographique le plus large possible et sans inquiétude majeure. Emmanuel, est-ce que vous voyez d'autres points d'amélioration du dispositif anticorruption en France, en Europe et voire plus largement ? Je vais répondre à cette question évidemment, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut quand même rappeler, et je pense que c'est important, c'est que les entreprises sont les premières victimes de la corruption. Les entreprises, elles concourent à des appels d'offres internationaux, elles concourent à des marchés publics, et lorsque les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, bien souvent, les entreprises, en tout cas les entreprises françaises, sont victimes de la corruption des autres. Et on aimerait bien, alors on sait que l'agence a des moyens qui sont limités. Nous, on est toujours favorable à ce que plus de moyens soient déployés dans les agences, à la justice, etc., évidemment, pour que les choses avancent. Mais on aimerait bien que plus de moyens soient donnés à ce niveau-là. C'est pareil au niveau des parquets. Alors, dans les CEGIP que je mentionnais tout à l'heure, ça ne concerne pas que des sociétés françaises. Évidemment, il y a aussi des sociétés étrangères qui, lorsqu'elles ne respectent pas la loi, eh bien, font l'objet de procédures. Mais je pense que pour permettre aux entreprises d'exercer dans un environnement sain, il faut toujours avoir ça en tête. Oui. Que faire pour améliorer, pour aller encore plus loin ? Nous, on a plein de requêtes à faire à l'Agence française anticorruption. La première des requêtes, c'est que l'agence est quand même l'autorité française qui a vu le plus de dispositifs anticorruption. Nous, les avocats, on assiste plein de clients, donc on est capable de faire un parangonnage, un benchmark assez précis, mais néanmoins, on n'a pas été en charge des 160 contrôles des acteurs économiques de l'agence. L'agence, oui. Donc, quand vous évoquiez tout à l'heure les codes de conduite, les comportements à proscrire, les comportements à suivre, on trouverait formidable, en tout cas moi, que l'agence publie non seulement des recommandations, mais pourquoi pas les meilleures politiques. Quelles sont les 10 meilleures cartographies des risques de manière anonymisée? Quelles sont les 10 meilleures cartographies des risques qu'en 8 ans d'Agence française anticorruption, vous avez vu? Quelles sont les procédures d'évaluation des tiers qui ont passé vos contrôles? Quelles sont les 10 meilleures? Vous avez fait 160 contrôles d'acteurs économiques, ça veut dire quoi? Vous avez audité 130, 140 entreprises, vous avez vu 140 codes de conduite qui chacun liste les comportements à proscrire. On aimerait bien avoir une database de ces comportements. Ce serait un formidable outil d'amélioration du référentiel français. Alors oui, complètement. Alors déjà, je souhaite dire que l'agence travaille beaucoup avec les acteurs économiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie un guide, par exemple, on consulte.
et nos guides sont toujours le fruit de consultations intenses. Il y en a un sur lequel on est en train d'en écrire un, je le disais, sur l'évaluation des tiers. On a fait un premier projet et on l'a soumis à la consultation. Et d'ailleurs, on l'a fait après même avoir fait une première enquête. Donc, on est vraiment le plus branché possible sur les besoins des acteurs économiques pour que nos outils répondent à leurs questions. Et d'ailleurs, dans nos outils, on donne déjà pas mal de bonnes pratiques. Le guide sur l'évaluation des tiers, il ressort des bonnes pratiques. Et régulièrement, on donne, quand on fait une formation, quand on fait même des podcasts, on donne des bonnes pratiques. Le faire de manière systématique, ça fait partie de mes projets. Donc tout à fait. Nous avons l'intention de publier des petites fiches, des documents beaucoup plus courts en fait sur des bonnes pratiques. Par exemple, il y a un sujet sur lequel on travaille en ce moment, qui est l'engagement de l'instance dirigeante. C'est le point fondamental. Pourquoi ? On n'en a pas parlé encore, mais parce que c'est ce qui va enclencher tout le reste. Si vous avez à la tête d'une entreprise une instance dirigeante qui donne le là, c'est-à-dire qui à la fois par ses messages, des messages très clairs sur le thème « je ne veux pas de ça chez moi », ça donne la culture de l'entreprise. Ça donne la culture de l'entreprise, ça infuse. Et puis, ça veut dire aussi des moyens pour ces services de conformité qui leur permettent de fonctionner, des messages réguliers, un vrai investissement. Une entreprise qui met l'éthique et l'éthique anticorruption au cœur de son action, tout s'aligne. Donc, sur ce sujet, par exemple, on est en train de travailler à une fiche et sur des bonnes pratiques. Mais sur tous les autres, et moi, ça a été une de mes remarques en arrivant à l'Agence française anticorruption. Bon, maintenant, on a un peu de recul. Et dans nos contrôles, de plus en plus, on note les bonnes pratiques pour petit à petit faire des publications. Alexandre, j'imagine qu'avoir des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui doit vous satisfaire aussi ? Davantage de bonnes pratiques, de référentiels ? Avoir des éléments qui soient des sources de benchmark ou de comparaison, c'est toujours très utile. Je pense on essaie toujours d'énormément échanger, et j'essaie de le faire également avec mes pairs, qui soient du CAC 40 ou à l'étranger, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Si l'AFA, naturellement, demain, venait à partager des bonnes pratiques, je dirais... C'est vraiment ça pourrait être un élément très positif, notamment si ça devient des sources d'inspiration complémentaires à ce que l'on peut nous-mêmes capter comme type d'information à la fois de l'extérieur mais aussi de l'interne. Peut-être pas en faire des éléments qui viendraient à nouveau contraindre ou fixer un cadre, je dirais, de contraintes additionnelles. Mais une aide pour savoir s'adapter, parce que quand on parle de code éthique, de code de conduite, on touche vraiment à la culture de l'entreprise. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette liberté d'appréciation. On connaît bien nos risques, on connaît notre environnement, on connaît nos métiers. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre ces contraintes externes, les attentes que vous pouvez avoir, mais aussi la manière dont on doit s'adresser et porter ces sujets vis-à-vis de nos collaborateurs. L'engagement de l'instance dirigeante, c'est c'est naturellement un des éléments clés, mais je crois qu'aujourd'hui, dans des entreprises qui ont une certaine maturité en matière de lutte contre la corruption, je crois que l'engagement du top management, c'est plus véritablement, je dirais, un sujet. Ce qui est important, c'est deux choses, c'est que ce soit bien compris et articulé au niveau du middle management, et qu'on aille véritablement faire comprendre l'ensemble des enjeux liés pour les gens qui, sur le terrain, nos opérationnels, vont mettre concrètement en place nos programmes, puisqu'on va quand même, chaque jour, ce sont des gens qui ne sont des non-juristes, qui mettent en place et qui implémentent, je dirais, ce programme de conformité anticorruption. Donc c'est un exercice qui va vraiment, véritablement de haut en bas. On va conclure notre débat là-dessus et on poursuit tout de suite notre émission avec notre cas pratique.
Place maintenant à notre cas pratique. On va illustrer la lutte anticorruption avec une situation concrète. On va prendre l'exemple d'une entreprise française qui postule à un marché public et l'un de ses intermédiaires propose son aide pour obtenir le marché en échange d'un avantage indu. Isabelle Gégouzeau, je vais me tourner vers vous. Alors, comment l'AFA peut-elle intervenir dans ce type de situation concrètement ? Alors, on ne va pas intervenir directement parce que c'est un bon exemple qui montre que la corruption est un phénomène caché et qu'il est compliqué de le détecter. Alors, deux éléments de réponse. Si l'entreprise est une entreprise vertueuse, elle a mis en place les dispositifs qui vont lui permettre, de détecter qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, le salarié qui va être confronté à cette proposition va se dire il y a quelque chose qui ne va pas, et va savoir quoi faire. Alors, quoi faire ? Il aura peut-être été formé, et l'entreprise lui aura dit comment faire dans ce cas-là. Alors, le comment faire, ça peut être référé à sa hiérarchie dans un premier temps et documenter la proposition qui lui est faite pour avoir des éléments de preuve. Ça peut être utiliser le dispositif d'alerte à l'entreprise pour alerter sur cette situation qui va peut-être conduire à proposer des premières remédiations. Et puis, l'entreprise peut aussi utiliser le dispositif d'alerte externe de l'AFA. Ça nous arrive. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. C'est sur notre site web, nous avons une catégorie dédiée qui permet de faire des signalements et nous en recevons beaucoup. Et ça augmente. On en a eu 400 en 2023, 800 en 2024 et en 2025, on devrait en avoir 2000. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Alors après, là-dedans, on n'a pas que des choses intéressantes. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, mais dans un cas comme ça, nous pouvons effectivement recevoir une alerte et si les choses paraissent suffisamment caractérisées, c'est important, dans un cas comme ça, de documenter, d'avoir des éléments de preuve. Nous pourrons faire un article 40, ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République, ce que l'entreprise peut faire aussi d'ailleurs, de signaler les faits au procureur de la République, que ça peut passer par nous ou ça peut être fait en direct, éventuellement par l'avocat de l'entreprise, qui va signaler les faits au procureur de la République, qui à ce moment-là va mener une enquête. Je précise que l'AFA n'a pas de compétence d'enquête. Donc nous sommes uniquement une autorité administrative, nous ne pouvons pas enquêter. Donc sur des faits de ce type-là, d'une infraction qui est déjà constituée, on a passé le stade de la prévention, une infraction qui est déjà constituée, ça va relever de l'enquête pénale et c'est le procureur de la République qui pourra la diligenter. Alors Alexandre, imaginons que vous êtes compliance officer dans l'entreprise visée. Quelle est votre réaction ? Vous apprenez ces faits, comment vous réagissez ? Je dirais il y a deux éléments pour moi à retenir, c'est clarté et formation. Clarté, je pense, du message que l'entreprise porte dans son dispositif de lutte contre la corruption. Il est très clair chez nous, c'est tolérance zéro. Et donc, ce principe-là, il doit être connu de tous, donc ça rejoint la formation, et appliqué par tous. Ça rejoint ce que vous disiez, Isabelle Gégouzeau, il y a un instant, l'importance de la formation, et je dirais aussi de vos codes de conduite, de vos guides qui peuvent l'accompagner, puisque l'objectif de ces formations ou d'un code de conduite, c'est d'aider le collaborateur à identifier la situation à risque dans laquelle il peut se trouver et de savoir comment y réagir. Je dirais au moins la réaction d'urgence. Et bien évidemment, c'est non dans ce type de cas. Ensuite, l'autre élément de la formation qui doit être connu du collaborateur, c'est quels sont les mécanismes dans mon entreprise que je dois mettre en œuvre. Donc ça fait partie des choses qu'on doit répéter également de manière régulière, puisque la pédagogie, c'est l'exercice de répétition, mais naturellement d'actionner nos dispositifs d'alerte dans la compagnie pour qu'on puisse déclencher l'ensemble des dispositifs
le cas échéant, une investigation interne, et qu'on puisse prendre nous-mêmes l'ensemble des mesures que nous estimons appropriées, le cas échéant avec l'adjonction de conseils externes pour arriver à bien évaluer la situation et les risques qui gravitent autour. Alors justement, on va prendre le conseil externe. Vous êtes avocat de l'entreprise, vous conseillez Alexandre sur cette situation. Comment vous faites ? Je dirais d'abord que je pense que la situation n'arriverait pas à Alexandre. C'est-à-dire que quand on est une entreprise assujettie à la loi Sapin, c'est-à-dire une grande entreprise, pour répondre à un marché public en France, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Je pense que c'est le premier sujet. Je pense que les grandes entreprises assujetties à la loi Sapin n'ont pas besoin d'aller recourir à un intermédiaire pour concourir à un marché public sur le territoire national. On parle souvent dans la lutte contre la corruption des signaux faibles. Je pense que c'est quelque chose d'important dans les dispositifs anticorruption. Là, c'est même pas un signal faible. C'est une locomotive qui arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment traiter la situation. Envoyer une lettre tout de suite à la personne qui a contacté l'entreprise pour lui dire « je peux vous aider pour répondre à ce marché public » en lui disant « cher monsieur, vous êtes bien gentil, mais ou madame, vous ne nous écrivez plus. » La deuxième chose à faire, je dirais, si le cas est exactement celui-là, c'est de signaler les frais au procureur de la République. Alors, nous, il nous arrive de voir des grandes entreprises qui sont sollicitées, non pas par des intermédiaires en France, mais souvent par des acteurs publics. Ce qui est une difficulté majeure. Pourquoi c'est une difficulté majeure ? C'est une difficulté majeure parce que quand on est un acteur public et qu'on organise un appel d'offres, on n'a pas à solliciter des avantages de la part de l'entreprise qui va répondre à l'appel d'offres. C'est quand même un problème. Ou à faire pression sur l'entreprise. Bon, on le voit et les faits sont immédiatement dénoncés au procureur de la République. La troisième réaction, qui serait la mienne, c'est de dire comment cela a-t-il été rendu possible ? Qu'est-ce qui, dans l'écosystème considéré, a permis de rendre ça possible ? Et est-ce que dans l'entreprise, il y a des difficultés à cet égard ? Alexandre parlait sujet de formation. Est-ce que la personne qui a reçu cet appel ou cette sollicitation a été suffisamment bien formée ? Les bonnes pratiques actuelles seraient d'ouvrir une enquête interne. Comment ça se passe, une enquête interne ? Comment ça se passe une enquête interne ? Il y a autant d'enquêtes internes que de situations. Il y a des grandes et des petites enquêtes internes. Il y en a qui sont menées par les salariés de l'entreprise. Il y en a qui sont menées en coaction avec des conseils externes. Il y en a qui sont menées uniquement par des conseils externes. Enfin, il y a nombre de cas de figure. On a une méthodologie d'enquête. On l'applique et on collecte la documentation. On entend les salariés considérés. Du tout, on fait un rapport, j'ai envie de dire, et on détermine ensuite si les faits sont confirmés ou pas confirmés, la meilleure approche. Mais je pense qu'il est important de donner une suite, c'est-à-dire de permettre d'avoir un retour sur expérience pour que la situation ne se reproduise plus. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, s'il est besoin, prendre les sanctions qui s'imposent et dénoncer les faits au parquet. Ouais. Encore une fois, là, dans un cas comme celui-là, l'entreprise serait victime. Vous partagez ce point de vue, Isabelle Gégouzot ? Complètement. C'est des situations qui peuvent se produire en France, c'est pas très courant, heureusement, qui peuvent se produire dans un contexte international, et il est effectivement important que les entreprises sachent comment réagir. Donc, dans un cas comme ça, on va voir l'intérêt, l'entreprise va pouvoir effectivement avoir du retour du feedback, c'est-à-dire, par exemple, nourrir sa cartographie des risques. Et puis nourrir ses formations, puisque le cas s'est produit. Si on vient la solliciter, donc voilà, ça va lui permettre de continuer à faire évoluer son dispositif. Mais ce que disait Alexandre est très important. La première chose, si les anticorps ont été injectés dans l'entreprise, c'est de dire « Oula, situation dangereuse, je commence par dire non, et puis après je signale ». Et donc ça, une entreprise qui sait réagir, qu'il faut avoir. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir, et c'est l'entreprise qui réagit comme ça, c'est une entreprise qui a déjà un système un cadre déjà bien robuste. Peut-être un mot supplémentaire pour rebondir à nouveau sur la question de la formation, qui est, je pense, quelque chose de véritablement clé. Qui peut être adapté en fonction des profils ou de l'exposition au risque que nos collaborateurs ou collaboratrices peuvent avoir. Mais c'est vrai que nourrir de la formation à travers des cas pratiques, c'est extrêmement utile.
c'est extrêmement fort en termes de pédagogie. C'est fort quand c'est nourri de la part de jurisprudence ou d'accords négociés, mais c'est encore plus fort quand vous arrivez à tirer l'expérience de situations qui se sont concrètement présentées dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un exercice de REX, de retour d'expérience qui est toujours utile et sur lequel il faut savoir capitaliser dans l'entreprise. Pas toujours facile à faire, mais il faut arriver à en parler. Et c'est aussi une forme de speak-up. Que dans l'entreprise, on sache parler de ces événements-là, c'est une forme de speak-up qui mérite d'être beaucoup plus partagée. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une bonne pratique. Ce sera le mot de la conclusion de ce grand débat. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de ce Lex Inside, le grand débat. À très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.